Bienvenue à tous sur le plateau d'El Jaloubia, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission, l'entretien spécial Champions League. On va parler football et on va parler Coupe d'Europe avec mes invités. Alors on commence par la droite. Ismaël, Ramzi et monsieur Samir Djabali, notre expert. Voilà, on est en huitième, c'est les huitièmes de finale de la Champions League. Donc, ce qui devait partir est parti, ça commence déjà à filtrer, et il reste des marques du football européen, et très importantes, et le football européen, la Champions League, est particulièrement suivi au Maghreb, chez nos amis du Maroc, d'Algérie et en Tunisie. Donc voilà. Alors je voudrais avoir vos impressions déjà et vos pronostics un petit peu sur les matchs qui attendent un petit peu tous les clubs. Samir, qu'est-ce qui se passe là notamment, allez, on va commencer par l'affiche, on va commencer par la grosse affiche qui nous intéresse, Real Madrid-PSG. Je vais faire un tour de table là-dessus, vos impressions et un pronostic. Bonjour Nader, tout d'abord, merci pour l'invitation, comme d'habitude c'est un plaisir. Bonjour Ismaël, Ramzi. Real Madrid, Paris Saint-Germain, énorme affiche, ça va être très difficile. Énorme pour qui? Pour les deux. Les deux. Très sincèrement pour les deux. Parce qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, depuis de nombreuses années, a envoyé clairement un gros message sur l'Europe. En recrutant José Mourinho, récemment, il a déclaré que le Paris Saint-Germain a recruté deux des quatre meilleurs attaquants du monde. Mbappé, Neymar. Donc du coup, il y a quand même un message qui a été envoyé. Donc le Real Madrid, ils savent qu'en face, il y a du niveau. Maintenant, en face, c'est le Real Madrid. Le vainqueur du dernier championnat, le vainqueur des deux dernières Ligues des Champions. Donc là où le Real Madrid, je dirais, a un train d'avance, c'est sur l'expérience. Elle a l'habitude de jouer ses matchs de haut niveau. Elle est à 11 Ligues des Champions, si je ne me trompe pas. Elle a 11 trophées. Le PSG en a 0. Et le président a donc recruté justement ses nouvelles stars pour justement écrire l'histoire. D'accord. Le match aller se joue à Madrid. Donc c'est là-bas qu'il faut aller. Je pense qu'à la fin du match aller, on aura déjà une idée de ce qui peut se passer derrière. Ismaël ? Effectivement, c'est, je pense, la plus grosse affiche avec Barça-Chelsea pour ces huitièmes de finale. Moi, je voyais bien aussi comme grosse affiche Porto-Liverpool. Non, ça c'est plutôt historique, Porto-Liverpool. Mais actuellement, voilà. Mais voilà, je pense que pour le Paris Saint-Germain, tomber sur le Real Madrid, c'est pas avantageux du tout. Il tombe sur l'équipe, je pense, qui a la meilleure expérience en Ligue des Champions. Même si on a pu voir que le Real Madrid était en difficulté ces derniers temps, notamment par rapport au dernier match avant la trêve, qui était le Classico à Santiago Bernabéu, ils ont perdu 3-0. Et voilà, ça va être compliqué, je pense, pour les deux équipes. Mais après, je pense que le Real Madrid en championnat et le Real Madrid en Ligue des Champions, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'ils ont une expérience qui fait qu'en Ligue des Champions, ils arrivent à s'adapter à n'importe quelle équipe et ils ressortent toujours vainqueurs. Et je vois mal le Real Madrid sortir en huitième de finale. Ramzi ? Je rejoins un peu mes deux camarades. Après, là, on attend le PSG au tournant. Ça fait 2 ans qu'ils arrivent en quart. On attend la confirmation cette saison avec les recrutements Neymar, Mbappé. C'est quand même 220 millions, 180 millions. On attend un retour. Après, côté Real Madrid, on a des joueurs un peu fatigués, je dirais. On voit Cristiano Ronaldo sur les stats, 4 buts en championnat. Ça n'était pas arrivé depuis très longtemps. Après, il a été pénalisé par les 5 matchs de suspension. Après, on le voit aussi Benzema, qui n'arrive pas à retrouver les filets. Il a un but. Mais si on a autant que lui à Bernabéu, c'est quand même assez inquiétant. Après, on va dire que j'ai entendu dire que le préparateur physique du Real Madrid, c'était l'ancien préparateur de la Juventus. Et le but, c'était que le Real Madrid soit au top au mois de février, qu'ils soient au meilleur de leur forme à ce moment-là de l'année. Donc à voir si ça va payer ou pas. D'accord. C'est pas bête ce que dit Ramzi, parce que si tu regardes ce qui se passe les dernières années, à chaque fois la machine elle est lancée au printemps, tout le temps. Mars, avril, mai, le Real Madrid ils sont très compliqués à prendre. Après, je te rejoins totalement là-dessus. C'est Benzema, il est en dessous depuis un moment, il est très critiqué.
C'est vrai que Cristiano, au niveau des stats, c'est pas ce que c'était. S'il y a un Real Madrid à prendre, c'est peut-être cette année, contrairement aux autres années, justement. Okay. D'accord. Moi, j'entends ce que vous dites. Bon, le PSG, honnêtement, effectivement, j'entends, il y a des recrutements très intéressants, très importants qui ont été faits, mais moi, je crains que les dirigeants du Paris Saint-Germain se trompent en croyant que, justement, l'argent fait tout. Et qu'ils n'ont jamais réussi réellement à consolider un groupe. Ils n'ont jamais réussi à construire un groupe, une équipe de football qui gagne. Ils ont réussi à construire une équipe, une image, une marque, ok, très bien, mais ça c'est bon pour la com, mais sur le terrain, quand il s'agit de jouer des vraies compétitions et les mener jusqu'au bout avec d'autres vrais compétiteurs, là, ça flanche. Et je pense que la meilleure des expériences qu'on ait eues, nous, en tant que spectateurs, c'est face au Barça. C'est face à Barcelone, où il n'y a aucune équipe sérieuse qui peut se prendre une remontada en 3-4 minutes. Et je crois que le PSG n'est pas encore sorti de cela. On verra si je me trompe. Je pense que finalement, ils peuvent recruter des Neymar et en faire un sous-Neymar. Ouais. Un Barça qui prend un Neymar, t'en fais un supra-Neymar, tu le grandis, tu viens au PSG, tu redescends de niveau. Mais on verra. On verra. De toute façon, au niveau européen, tu peux qu'avoir raison, puisqu'ils n'ont jamais remporté la Ligue des Champions, ils se sont fait sortir à chaque fois en quart de finale. Et c'est pas avec beaucoup d'argent que tu vas la gagner. Ça ne justifiera pas. Après, Nader, la Ligue des Champions, c'est la plus grande compétition européenne, c'est la plus dure à gagner. C'est pas une compétition que tu gagnes comme ça du jour au lendemain. Ça se prépare. Faire jouer des joueurs ensemble, comme tu l'as dit, tu peux acheter les meilleurs joueurs de la planète, ce qui est dur à faire dans le football. C'est le groupe, c'est la cohésion. Les faire jouer tous ensemble, mais le projet, les deux là. Cavani c'est où ça? C'est où ça? Mais après, on est où? Bref. Samir, il n'a pas tort dans le sens où il dit que voilà, c'est la compétition la plus dure à gagner. Ouais. Je pense que tout d'abord, pour devenir un grand club, il faut du temps, énormément de temps, des années. Il faut une école. Ouais, voilà. Et ça fait quoi depuis, je pense, 6 ans à peu près que le Qatar a acheté le PSG. C'est beaucoup, 6 ans. On aurait pu espérer quelques résultats en 6 ans tout de même. Non, il faut combien? 20 ans? Je t'assure que c'est pas beaucoup, 6 ans. 6 ans, c'est peu. Et en plus, l'équipe, elle a été renouvelée quand même. En 6 ans, la première vague, on a commencé avec Jérémy Ménez, Matuidi, Pastore. Donc ça veut dire que c'est pas cette année non, je vous écoute. Je pense que cette année, ça peut être. Après, ce qui est beau dans le football, et c'est ce que Neymar il a dit, c'est qu'il faut écrire l'histoire. De toute façon, donc en gros, justement, il est venu pour ça. Il n'est pas venu pour être un sous-Neymar, comme tu l'as dit, justement. Il est venu pour que les gens haussent leur niveau de jeu, justement. Et en dehors du match contre le Bayern Munich, où ils ont perdu 3-1 à l'Allianz Arena, mais sinon, le PSG, cette première partie de saison... C'est une grosse défaite, parce que si on voit bien, pour moi, personnellement, je pense qu'il y a un 11 qui est en train de se former du côté du PSG. On voit l'attaque, elle est claire. Neymar, Cavani, Mbappé, et c'est pas des joueurs, il n'y a aucun qui est en dessous de l'autre. Franchement, Neymar joue très bien, Cavani c'est je dirais que c'est le meilleur attaquant actuellement en Europe. Il enchaîne but sur but. C'est toujours la même question. Il joue bien, oui, mais il joue bien contre qui? Tu peux être un super attaquant, oui, mais contre qui? Est-ce que tu es un super attaquant contre la Juventus? Est-ce que tu es un super attaquant contre le Real? Ouais, tu es un super attaquant contre Rouen, contre Nîmes, contre... Ouais, super, bravo. Mais est-ce que... Tu vois? Il a marqué à l'aller, il avait mis un beau but au Parc des Princes, Cavani. Mais Cavani, de toute façon, je pense que son rôle... J'ai vraiment l'impression que lui, il le joue comme un métier. On dirait, c'est vraiment, quand il est né, il s'est dit, je vais faire un métier, c'est avant-centre. Tous les défenseurs qui l'ont chargé, ils disent tous la même chose. L'attaquant le plus dur à charger, c'est Edinson Cavani. En Europe, il a fini là dans les 5 premiers meilleurs buteurs européens. Donc il était à côté d'Harry Kane, des Léo Messi, etc. Et franchement, justement, même lui, il a été recruté pour ça, pour que dans ces matchs-là, il se distingue et continue à être un des meilleurs attaquants du monde. Et je pense que moi, j'ai vraiment confiance en Cavani. Franchement, moi moyennement, pour vous dire la vérité, parce que si, tu vois, vous dites qu'un Ronaldo, il est un petit peu en phase, sous régime là, très bien. Mais sur 5 occasions, Ronaldo, il t'en mettra toujours 4. Sur 5 occasions, Cavani, il t'en mettra 1. Tu vois? Et ça, après, je pense que c'est sévère, je pense. On s'est amélioré. C'est exactement ça. Je pense que
T'as grossi, t'as imagé un peu ce qu'il est, ce qu'il représente, mais je pense que ce que t'as dit, c'était valable peut-être quand il est arrivé au PSG. Là, sur 5, il en met peut-être la moitié, les 2. Il en met 2 ou 3. Et au final, il les met, en fait. Et tous les gens qui pensent que t'es attaquant du PSG, tu finis à 40 buts, c'est pas vrai. Le football, si ce serait aussi simple, c'est pas comme ça que ça se passe. Et puis, comme Meunier l'avait dit aussi dans une interview, tu tombes contre le Real Madrid en 8e de finale, de toutes les manières, l'objectif du Paris Saint-Germain est clair, c'est de gagner la Ligue des Champions. Donc battre, éliminer le Real de Madrid. On a en face de nous. De toute façon, tu tombes pas contre eux en 8e, tu tombes contre eux à un moment donné, donc autant envoyer un message clair à l'Europe et les sortir en 8e. D'accord. Bon, en tout cas, donc ça veut dire qu'on est là, enfin le Paris Saint-Germain est là dans une vérité en face de lui, et il va falloir l'affronter, cette vérité, s'il veut marquer l'histoire, comme le dit Neymar. Voilà, on est là pour écrire l'histoire. Clairement, le favori dans ce match n'est pas le Paris Saint-Germain, c'est le Real Madrid, mais pour plusieurs spécialistes du football... Soyons clairs, Samir, soyons clairs. Ça veut dire que si le Paris Saint-Germain sort, c'est-à-dire si le PSG est éliminé face au Real... Je pense que déjà. Rentre chez toi, ça y est. Si le Real Madrid sort, ça serait une catastrophe. Non, si le PSG sort, moi je dis. Si le PSG. Ça serait pareil. C'est pas possible. Si. Comme je l'ai dit juste avant, clairement, le favori dans cette affiche, c'est le Real Madrid. C'est pas le Paris Saint-Germain. Oui, mais alors si c'est le Real Madrid. Si tout se passe comme prévu, c'est-à-dire que le favori gagne, il remporte, se qualifie, et que le PSG sort, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le lendemain, tu auras le licenciement d'Unai Emery. Il va se passer ça déjà, dans la foulée. Ça, c'est la première mesure que Nasser va prendre. Tu as parlé de la remontada, c'est quand il a réfléchi à recruter Neymar, Mbappé, etc. La remontada, ça lui a fait péter un câble. Il a dit là, c'est pas possible. Stop. Il a dit là, c'est pas possible. Prendre 6 buts en 10 minutes, en un match, non, c'est pas possible. En un match, en quelques minutes. Oui, en plus, c'est vrai que c'est sur la fin où ils ont bien été remontés, mais bon. Et du coup, je pense qu'il va tout faire pour pas que ça recommence, mais le football nous réserve de belles surprises. On ne sait pas. On verra. Alors, il n'y a pas que Real Madrid, Paris Saint-Germain, il y a d'autres belles affiches. Laquelle, selon vous? Qu'est-ce qui serait... Juventus-Tottenham. Juventus-Tottenham. Alors, pronostic. Ramzi. Franchement, très beau match. Juventus-Tottenham, 2 équipes qui se valent. Pour moi, c'est du 50-50 là-dessus. Alors, le football du Sud et le football du Nord. On a Tottenham qui est dans le top 5 maintenant de Première Ligue depuis pas mal de saisons. Mais il y a le meilleur buteur de l'année 2017, Harry Kane. Qui enchaîne les buts, triplé sur triplé, doublé sur doublé. Très bon attaquant. Après, de l'autre côté, on a la Juventus, une équipe qui se place bien dans le championnat, 2e derrière Naples. Le mois de janvier sera long pour les 2 équipes, il peut y avoir des blessures. Tottenham a joué beaucoup plus de matchs que la Juventus. On voit que ça se maintient, personnellement, dans les résultats. Ils gagnent leur match, ils enchaînent. Après, côté Juventus, on a une bonne défense. On voit que le retour... Traditionnellement, les Italiens ont... On voit que depuis, je voulais porter plus pression là-dessus, on voit que depuis le retour de Benatia, depuis la sélection, on voit que c'est un super joueur, c'est un nouveau Benatia. On voit qu'il reçoit beaucoup d'éloges de la part des supporters et même du staff et de l'entraîneur. Alors qu'il est sur 3 compétitions à la fois, le bonhomme. On voit qu'il fait une super saison. Il est arrivé, il est meilleur joueur du mois de... Ça fait 2 mois de suite. En novembre, il était le meilleur joueur et là en décembre, il va l'avoir encore. Donc très bon atout pour la Juventus. Après, on pourra le juger justement, je pense, sur ce match-là, sur un gros match. Et ça va être compliqué avec Harry Kane qui est très remuant, beaucoup d'appels. Il peut aller dans la profondeur, il peut aller dans l'axe, joueur en pivot. Donc on pourra juger là-dessus. Pronostic, alors Juventus ou Tottenham, Ramzi, pour toi? Pour moi, à l'aller, ça se joue à la Juventus. Je vois bien un nul à l'aller. Je vois bien le match nul. Qui s'en sort? Tottenham, je pense, au match retour, peut sortir de la Juventus. Ismaël? Moi, je rejoins totalement les arguments de Ramzi. La Juventus, c'est une équipe très organisée. Malgré qu'elle ait beaucoup de joueurs étrangers, ça reste une rigueur italienne, une grosse organisation. Après, Tottenham, c'est une équipe anglaise qui, je pense, a de réels arguments à proposer pour déstabiliser un peu l'équipe de la Juventus. Après, c'est vrai que la Juventus, on retrouve une grosse rigueur en ce moment, qui enchaîne des victoires. Je rejoins aussi ce qu'il a dit sur Benatia. Il enchaîne des titularisations, il fait de très bonnes prestations. Et je pense que par contre je verrais plus la Juventus éliminer Tottenham à condition de faire un bon résultat à l'extérieur.
C'est quand même alors l'intérêt pour moi de cette affiche, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même football du Nord contre football du Sud, quoi. C'est vraiment deux écoles, quoi. Samir. Je vais être surtout contre Ramzi sur ce qu'il dit, dans le sens où moi je vois vraiment la Juventus sortir de ce match. Gagner. Je les vois se qualifier, quoi. Ouais. Sur les confrontations aller-retour, pour moi ils passent. Pourquoi ? Parce que la Juventus c'est une équipe organisée, la défense italienne on connaît, Tottenham c'est le jeu à l'anglaise, c'est un jeu direct. Alors il y a Harry Kane, franchement ce qu'il fait c'est du lourd, et pour moi je pense que ça va être le futur attaquant du Real Madrid. Je trouve qu'il irait trop bien par exemple en attaque du Real Madrid. Et lui, il va être compliqué à charger. Bon, ça fait plaisir sur ce que vous dites sur Benatia, parce que je pense exactement la même chose. Et je suis confiant parce que Benatia les derniers matchs, il regarde l'émission. D'ailleurs, on le salue, on lui fait un petit coucou. Et il a chargé Luis Suarez. Il l'a mis dans sa poche. Il a chargé Icardi, il l'a mis dans sa poche. Ils ont été joués à Naples. Franchement, il a été solide. Ouais. Il a des meilleures notes dans la presse, dans toutes les presses d'ailleurs, que Chiellini. Enfin, dans la défense, vraiment, c'est vraiment le patron. Ouais. Et vraiment, c'est tout le mal que je lui souhaite, mais j'espère qu'il fera de même avec Harry Kane. Je suis assez d'accord. J'ai du mal à voir, moi, Tottenham sortir la Juventus. Bon, moi, je dis ça avec beaucoup d'optimisme parce que je pense qu'ils peuvent créer cette surprise-là. Alors, ce serait une surprise. Ouais. Si ils arrivent, à condition de faire, de réussir à arracher le nul. Au Juventus Stadium, c'est ça, c'est l'objectif. Sinon, je vois la Juve passer parce que je vois beaucoup de Tottenham se découvrir en fait. Ouais. Ils ont tellement un jeu direct que je sais pas si tu as regardé les derniers matchs de la Juventus de Turin. La Juve, c'est une équipe qui va jouer. Ils mettent un but et ensuite ils sont capables de jouer. Ils peuvent attendre, mais c'est pas. Si tu as regardé le match à Naples où ils gagnent 1-0 derrière à l'extérieur, le but d'Higuain, ils ont joué, je crois, 75 minutes derrière. Naples terminé, c'est quelque chose qu'ils savent faire. Après, Tottenham, je pense qu'ils vont se livrer, ils vont laisser des espaces. Voilà. Et en contre-attaque, t'as Higuain, t'as Dybala, t'as Cuadrado qui va 2000 à l'heure sur le côté, t'as Douglas Costa, t'as des joueurs vraiment qui profitent de ces espaces. Alors, il y a des joueurs de talent en face. On va être un peu moins gentil, mais on a un football anglais qui triche pas, qui joue. Mais ils sont connus pour ça de toute façon. Et ça, quand on veut gagner, ça n'a pas que des qualités. Alors il faut savoir aussi gérer à l'italienne. Surtout sur une double confrontation aller-retour, ça peut être fatal. Les Italiens, c'est leur truc en plus. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a quelle autre affiche, messieurs, vous mettriez en avant ? Pour faire plaisir déjà toute la Tunisie, il y a un beau Séville Manchester United. Ouais. Et il y a Wissam Ben Yedder en attaque de Séville qui est d'origine tunisienne. Et ça peut être une belle affiche à regarder ça. Je trouve Manchester United, c'est pas le Manchester d'une certaine époque, et ils essayent aussi eux de revenir dans les meilleurs clubs européens. Pour le coup, c'est deux équipes joueuses là, je trouve. C'est deux équipes joueuses et je vois un très gros score. Je vois pas un match fermé, je vois un match qui se joue. Un bon match. C'était Séville-Liverpool, il y a eu 3-3. Liverpool, il gagnait 3-0 à Séville. Séville sont revenus à 3-3. Il me semble qu'il y avait eu un doublé justement de Ben Yedder. Et non, ce sera un beau match à regarder. Et là, pour tous les joueurs de Paris Sportif, je leur dis bonne chance parce que là, franchement, je suis incapable de. Il y en a pour le nom, pour l'histoire, pour le prestige. On aura tendance à dire Manchester United peut-être un cran d'avance, mais je suis pas si sûr que ce sera si facile. Après, c'est vrai que Manchester, on a pu voir qu'ils se retrouvaient en ce moment. Ils ont gagné la Ligue Europa. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils jouent la Ligue des Champions. Donc ça peut leur amener une certaine expérience de jouer l'Europe. Mais j'ai pas totalement confiance en eux là, encore en... Confiance, non, ça sera un grand mot. Parce qu'après Séville, c'est une équipe qui sait jouer au ballon. Elle sait faire tourner le ballon, c'est une équipe espagnole. Parce que je pense que tu as vu les deux derniers matchs, ils ont déçu 2 fois de suite. Ils font 2-2 contre Burnley, après ils font 0-0 contre Southampton. Les deux, c'était à domicile, les deux, si je dis pas de bêtises. Southampton, c'était à domicile, déjà. Même Burnley, c'est à domicile, ils perdent 2-0. En championnat, c'est spécial, je trouve. Messieurs, on a une autre grosse affiche, c'est Chelsea-Barcelone. Non, avant. Je le garde pour la fin, celui-là. Mais on a quand même Chelsea-Barcelone. Chelsea-Barcelone, ça va être dur. C'est un peu la bête noire de FC Barcelone, Chelsea, il faut le dire. Il ne faut pas oublier 2009 avec ce match, avec beaucoup de quiproquos sur l'arbitrage. Après, on a ce match de 2012 où Chelsea prend sa revanche avec ce but de Torres à la fin de match.
Mais bon, on va dire que c'est un peu. C'est vrai que la Chelsea-Barcelone, c'est lourd. Hein. C'est un peu l'équipe qui va embêter le FC Barcelone-Chelsea. On a vraiment une équipe. Ou Chelsea finalement, s'en sortir. Allez. Le but, c'est d'aller en quart de finale. Barcelone. Barcelone, parce que t'as un mec qui sait tout faire dans l'équipe, t'as un génie, t'as Léo Messi qui, franchement, quand tu l'as dans ton équipe, tu peux le mettre contre qui tu veux. S'il a envie de faire gagner l'équipe, il te la fait gagner. Après, ce qui est bien cette année, c'est que Chelsea, ils ont Conte comme entraîneur. Donc un coach avec beaucoup de rigueur. Tactiquement, je pense qu'il va étudier le match, parce que c'est un bosseur ce coach, donc je pense qu'il va étudier le match comme un malade. Après, le problème de ce style de match, c'est que tu peux étudier ce que tu veux. Quand tu joues contre le FC Barcelone, tu joues contre le FC Barcelone. Tu peux pas étudier ce que... C'est ça qui manque au PSG. Tu peux pas étudier ce que Messi va improviser dans le match en fait. Et c'est là où ça va être beau. Après, Chelsea a des arguments. Ils ont une très belle équipe, ils ont fait une très belle première partie de championnat. Ils savent surprendre. Donc je vois pas le Barcelone mener les débats à l'aise. Je les vois passer. Ça va être serré, mais je vois Barcelone passer. Ouais. Chelsea, c'est un peu l'équipe la plus continentale de l'Angleterre, en fait. Je rebondis là-dessus, c'est que Chelsea, c'est vraiment l'équipe qui aime être outsider dans les matchs. C'est sa qualité. Ils sont jamais favoris et eux ça leur plaît, ça leur permet justement de se dépasser dans ce type de match. Et c'est vraiment une équipe qui va embêter le FC Barcelone parce qu'ils ont un milieu qui joue très bas avec Kanté qui va presser les joueurs directement dès qu'ils vont arriver au milieu de terrain. Il y aura N'Golo Kanté, il va courir partout. Ça va les embêter le FC Barcelone. Ils ne sont pas habitués à ce type de joueur. Je suis d'accord avec ce que disent Ramzi et Samir, mais en fait je suis pas très fan des équipes anglaises dans le sens où ok, vas-y, c'est les huitièmes de finale, mais je les vois pas dans le dernier carré. Je pense que la seule surprise, ça pourrait être Manchester City, dans le sens où c'est la seule équipe anglaise qui arrive à proposer un jeu, imposer un jeu. C'est une équipe qui sait faire tourner le ballon. Je pense que ça, c'est l'effet Guardiola surtout. Donc, que ce soit Chelsea ou le reste. Tu vois ce que tu disais, Nader, tout à l'heure, quand tu disais qu'avec l'argent, on ne peut pas tout faire, etc. City, ils ont un peu reproduit ce que PSG a essayé de faire. Ils ont énormément investi. Juste sur un gardien de but, ils ont changé 2-3 fois de gardien de but. Ils ont pris Mendy à 50 et quelques millions de livres. Enfin, ils ont super investi aussi. Et au final, en tout cas en première ligue, ça paye. Et Dieu seul sait que gagner la première ligue, c'est pas quelque chose de facile. Donc, est-ce que ça va marcher en Ligue des Champions? Ça va être encore une fois le combat de Guardiola et aussi de City, quoi. Alors, l'affiche, je sais pas, moi, vous avez pris ça avec beaucoup de dédain, messieurs. FC Porto, qui ça déjà? FC Porto, Liverpool. Attendez, on a deux équipes qui connaissent déjà ce que c'est que gagner la Champions League. Pardon? Faut avoir de la mémoire, par contre. Non, pas tant que ça, pas tant que ça. Oui, un petit peu quand même. Mais bon, le PSG, avec un palmarès où il y aurait déjà écrit on a déjà gagné la Champions League, n'aurait pas la même mentalité. Donc ça compte quand même. On a déjà gagné. L'histoire d'un club, c'est énorme. Bah oui, parce que c'est ça l'école. C'est, ici, on a des vainqueurs ici. Hein. D'accord ? Ça forge le caractère de tous les joueurs. On a un stade mythique, il y a plein de trophées dans le bureau. Là, ça forge, tu es petit garçon, tu rentres là-dedans, tu tiens droit. Là. Donc moi je pense que le FC Porto-Liverpool peut être intéressant de ce point de vue-là. Je trouve que c'est un match homogène. Les deux équipes se valent. Alors à chaque fois on va peut-être mettre un avantage dans un côté. Je pense que je mettrai un avantage sur Liverpool pour le coup. Y a Mohamed Salah en feu, hein, ça fait un moment qu'il cartonne, voilà, donc et puis Klopp, je pense que quand tu joues pour ce mec, tu as envie de te tuer pour ce coach, donc ce qui se passe sur le terrain, je pense que c'est pas anodin. Et Porto, fidèle à elle-même, c'est une équipe qui depuis des années, donc si je dis pas n'importe quoi, leur dernier sacre c'était contre Monaco, il me semble en finale de la Ligue des Champions. Depuis, l'équipe elle s'est un petit peu éteinte et ça fait un moment que Porto, c'est je prends quelques joueurs, j'en fais des pépites et je les revends 50 millions d'euros et ils gardent pas leurs joueurs. Après, il y a les trois joueurs offensifs qui font énormément de bien à cette équipe. Yassine Brahimi, international algérien, Aboubakar et Marega, donc l'attaquant du Mali. Donc les trois, ils jouent super bien ensemble et en tout cas, en première division portugaise, ils font ça bien. Après, est-ce que
ça va être assez pour sortir un Liverpool. Je suis pas sûr. Moi, je mettrais un gros avantage sur Liverpool et encore une fois, ils vont recevoir au retour et il y aura de l'ambiance à Anfield Road, donc je pense que Liverpool vont passer. Donc, plusieurs bons matchs en perspective. Allez, le Bayern contre le Beşiktaş. Alors là, on a vraiment deux autres ambiances. Hein. On a les Allemands, on a les Turcs. On a un petit match historique. Waouh, intéressant quand même. Hein. Beşiktaş, ça donne quoi? Beşiktaş, ça donne que ça finit premier du groupe, surtout. Ouais. Ils sont tombés dans le groupe de Monaco, de Porto, on vient d'en parler, et de Leipzig. Ouais. Leipzig, pour les connaisseurs, c'est une équipe qui joue bien au ballon, donc qui ne se retrouve pas de manière hasardeuse en Ligue des Champions. Ouais. Porto, on connaît, et Monaco, on connaît très bien. Et Beşiktaş, à la grande surprise, a fini premier du groupe. Et donc, 4 victoires, 2 nuls, 0 défaite. Alors dans ce match-là, franchement, je vois le Bayern gagner, que ce soit à l'aller ou au retour. On voit que le Bayern a un peu évolué son niveau de jeu depuis limogeage d'Ancelotti, avec le retour de l'ancien coach, Jupp Heynckes, c'est ça. Ouais. On voit qu'il y a une équipe, il y a des places aussi qui ont changé. On voit que Kingsley Coman gagne sa place de titulaire dans le groupe. C'est plus seulement un ailier. On voit qu'il prend plus ses responsabilités, il rentre dans l'axe. C'est plus seulement le joueur qui partait en flèche côté droit ou côté gauche. Ouais. Tolisso, je ne sais pas si vous avez un peu suivi, il est juste énorme au milieu de terrain. Un titulaire indiscutable. Indiscutable dans cette équipe allemande. C'est aussi un bon point pour l'équipe de France, pour la Coupe du Monde. D'accord. Et après, surprise, il y avait un Ribéry qui était très bon contre le Paris Saint-Germain au retour. Très bon Ribéry. Oui. Franchement. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas photo entre le Bayern et le Beşiktaş. Je vois le Bayern ramener la danse. Ouais. Et donc voilà, ça va être compliqué pour le Beşiktaş, malgré qu'ils ont proposé, je pense, de bonnes choses pour passer en huitième de finale. Après voilà, le Bayern Munich, ça reste un club légendaire. Ils ont une rigueur allemande, on les connaît. Donc voilà, je vois le Bayern passer sans problème. Bon, eh bien, ma dernière question, messieurs, le carré final. Parlons-en dès maintenant et on verra par la suite si vous aurez eu raison ou non. Samir. Alors encore une fois, ça dépend. Si vous mettez le PSG dedans. Ça dépend. Encore une fois, ça va dépendre du tirage, hein, s'ils se rencontrent directement en quart ou pas. Mais bon, si on fait abstraction de ça et qu'on cite les 4 derniers, Bayern Munich, FC Barcelone, Real Madrid et Juventus de Turin. Ça va être mes 4. Ramzi. Demi-finale. Ouais. Allez. Bayern Munich, le FC Barcelone. Ouais. Avec beaucoup d'optimisme, le Paris Saint-Germain et Manchester City ou la Juventus. Bah oui, si tu dis PSG, il n'y a pas Madrid, bien sûr. City ou la Juventus. Ismaël. Donc moi, je dirais la Juventus de Turin. Le Paris Saint-Germain, je vais être optimiste également. Ouais. Le FC Barcelone et le Bayern Munich. Ok, très bien messieurs. Bah écoutez... Je ne dirai pas ce que j'en pense. Comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. On verra bien ce qu'il en est. Voilà, écoutez, à bientôt. Merci encore d'être venu sur le plateau d'Al Janoubia pour nous donner votre expertise sur le football européen. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de l'émission d'entretien sur Al Janoubia. Au revoir.